Donc du coup, comme j'ai pas dit bonjour aux gens tout à l'heure, bonjour tout le monde. Bonjour Donc voilà, je m'appelle Irène, merci Ségou pour la présentation. Là, on va vous présenter en fait la structure qu'on vous propose pour commencer la toute nouvelle organisation qui s'appelle Utopia. En gros, Off-Grid est né l'année dernière. Et puis au départ, on va dire que c'était, il y avait un projet, il y avait des espèces de lignes de réflexion et tout qui ont été lancées par Jérémy. Et ensuite, il y a plein de gens qui se sont réunis. Et en gros, qu'est-ce que c'était Off-Grid? C'était un groupe de gens. On ne savait pas trop où on allait, ce qu'on voulait faire. Il y avait l'idée de créer des communautés, etc. Mais c'était en formation encore. Et puis entre-temps, on a fait plein de choses. On s'est réunis plein de fois, on a eu des AG, on a acheté un terrain ensemble, on est partis en vacances ensemble. Il y a certains qui ont fait des week-ends. Il y a déjà aussi genre, des groupes qui, genre, au départ, étaient avec nous. Finalement, il y a eu plein de discussions et plein de gens qui se sont rencontrés et tout ça. Et cet été, après la cabane, on s'est rejoint avec Jérémy. On a eu 3-4 jours de travail. On s'est dit, bon, ok, maintenant, on voit tout ce qui s'est passé. En fait, genre Off-Grid, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on va faire de ça et donc on a beaucoup réfléchi à cette idée-là et on est arrivé avec un plan et des propositions de dans quelle direction on voudrait se transformer en fait, de quelle manière on voudrait se structurer. Et c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà. Voilà, on peut commencer. Oui, donc en fait, pour commencer notre travail, la première question qu'on s'est posée, c'est c'est quoi notre but? C'est quoi notre raison d'être? En quoi, qu'est-ce qu'on veut proposer aux gens et qu'est-ce qu'on veut proposer qui est aussi spécifique de nous? C'est-à-dire qu'il y a déjà plein d'associations qui existent déjà. Donc, en gros, notre groupe à nous, qu'est-ce qu'il veut proposer? Alors, on a dégagé 5 points. Le premier, on va dire c'est pas pour rien qu'il est en premier, c'est de créer des temps et des espaces de rencontre ayant pour but de permettre aux personnes d'avancer dans leur transition off the grid. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il y a plein de gens actuellement qui n'ont plus forcément envie de vivre dans le monde dans lequel ils vivent et de cette manière-là, mais que l'idée de partir vivre ailleurs, ça fait quand même pas mal peur. Et aussi, toutes les idées de permaculture, de vie en communauté, elles reviennent beaucoup sur le devant de la scène, avec des gens notamment comme Pierre Rabhi avec les colibris et tout ça. Et ça commence à faire son chemin, ce qui est cool. Sauf qu'en fait, en gros, il y a plein de gens qui nous disent ce qu'il faudrait faire, c'est ça. En gros, ce que vous faites, la manière dont vous vivez, c'est pas vraiment cool par rapport au climat et machin, etc. Du coup, il vaudrait mieux vivre comme ça. Mais c'est bien beau de nous dire qu'il faut vivre comme ça, mais on sait pas comment faire en fait. Concrètement, en tout cas, j'ai parlé pour moi, je viens pas d'une famille de paysans, machin, etc. Me lancer, vivre, j'ai toujours j'ai vécu quelques fois en coloc, mais concrètement, je vis seule depuis hyper longtemps. J'ai jamais planté un radis et du coup me lancer à vivre avec d'autres gens, je me sens démunie par rapport à ça. Et du coup on s'est dit peut-être qu'il y a des gens dans mon cas ou dans le cas de certaines autres personnes qui sont venues dans Off-Grid, en fait c'est qu'il y en a sûrement plein d'autres. Donc l'idée ça serait de comment est-ce qu'on les accompagne du moment où ils se disent « Ah, je voudrais vivre différemment que je vis aujourd'hui » au moment où ils le font. De les accompagner justement dans leur transition. Et une des idées clés là-dedans aussi, c'est de se dire que en fait, même s'ils ne font pas tout le chemin avec nous, ils font un bout du chemin. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un va venir nous rejoindre dans le groupe pendant un moment, il est peut-être au tout début de sa réflexion, et il va rester quelques mois, puis il va se rendre compte que c'est pas son truc ou c'est trop tôt pour lui. Mais peut-être que. Et il va pas fonder une communauté avec des gens qui sont dans le groupe actuellement. Mais peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, cette expérience, elle lui aura servi à quelque chose en fait. Et elle l'aura amené plus loin dans sa réflexion. Et en gros, c'est ça notre première raison d'être. C'est d'amener les gens plus loin dans leur transition, peu importe là où ils en sont aujourd'hui. La deuxième chose, donc, c'est de créer des espaces, donc des espaces, des lieux, où les personnes peuvent mener des vies heureuses sans obligatoirement dépendre du système actuel et en ayant la maîtrise personnelle et communautaire de leurs besoins de base. Et donc en ayant peu ou plus besoin d'emploi ou de rémunération en euros. Et ça correspond au premier article de notre charte, qui est qu'on veut créer des communautés qui visent une autonomie alimentaire et énergétique. Donc c'est pas une autarcie, mais vraiment une recherche d'autonomie. C'est vraiment le premier gros point fort qui relie les gens qui viennent ici en fait.
Et voilà. Le troisième point, c'est une fois que ces lieux sont créés, c'est l'idée de les mettre en réseau. Pour en fait leur donner de la puissance d'action. Je prends un exemple concret parce que comme ça peut paraître un peu théorique. C'est, imaginons quelqu'un qui fabrique des bottes, qui est bottier. Et il veut lancer son entreprise d'artisanat. Et en fait, avec les genre 10-15 personnes qu'il y a autour de lui, il peut galérer à vendre des bottes. En tout cas, c'est dur d'en vivre. Le truc, c'est que si jamais il y a une communauté de 15 personnes ici, une autre là-bas, une autre là-bas, une autre là-bas, et qu'elles sont cousines, peut-être que cette personne, elle peut vendre des bottes à l'ensemble de la communauté, et en fait, elle peut développer son activité économique. Et en fait, ça permettrait à des personnes, à plein d'entre nous, de lancer des activités qui correspondent à des choses qu'ils ont envie de faire dans leur vie. Et de l'autre côté, moi par exemple, ça me permettrait d'acheter des bottes où je sais qu'elles ont été fabriquées par quelqu'un dont c'est le rêve et pas par un enfant en Asie, quoi, tu vois. Et en gros, c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Il y a des gens qui vont faire des choses et il y a des gens qui vont bénéficier. Et c'est ça l'idée du réseau en fait. C'est là où ça prend sens en fait de faire un réseau. Donc c'est non seulement l'idée de créer des communautés, mais de les mettre en lien entre elles. Et de les mettre en lien aussi avec des communautés déjà existantes ou qui sont dans la même lignée. Voilà. Ensuite, le quatrième point qu'on a dégagé dans notre spécificité, c'est qu'on aimerait créer un ton et une dynamique, ce qu'on pourrait appeler une esthétique au sens global, enthousiasmante. Et notamment, si on a abordé ce point-là, c'est parce qu'il y a pas mal d'associations qui sont alternatives, etc., qui ont un peu raté le train des nouvelles technologies et de la modernité, etc., et que ce soit au niveau de leur visuel ou de leur communication, ils peuvent être justement renvoyés à quelque chose qui se rattache au passé ou qui n'a pas su évoluer avec son temps. Et nous, ce qu'on voudrait réussir à créer, c'est créer une esthétique qui est en mode oui, on refuse certaines choses de la modernité, mais c'est pas parce qu'on est obtus et que genre on veut absolument vivre à l'âge de pierre et tout, c'est pas la question, c'est on aime les nouvelles technologies, on aime genre les progrès technologiques et tout ça, mais on veut pouvoir les choisir et pas les subir. Donc voilà. Et le cinquième point qui rejoint tous les autres, mais c'est redonner de la puissance d'agir aux gens. C'est-à-dire qu'ils aient plus l'impression de subir les choses dans leur vie, que ce soit au niveau social, économique, etc. Mais qu'en fait, le simple fait de rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que nous, ou de se dire qu'en fait les choses sont possibles, un petit peu comme ce qui s'est passé avec la cabane, où c'était genre ça vous dit d'acheter une cabane, et en fait on s'y est tous mis, en un mois et demi on l'a fait quoi. Et concrètement, se mettre ensemble et créer une esthétique et une dynamique, c'est aussi nous redonner confiance dans le fait qu'on peut arriver à faire des choses. Voilà. Donc, on est parti des missions. Si je vais trop vite, vous me le dites, parce que j'ai tendance à parler vite souvent. On est parti des missions et on s'est dit, ok, c'est bien beau au niveau théorique de mettre ces missions, mais comment est-ce qu'on transforme ça en choses réelles ? Et en fait, pour arriver à atteindre des buts théoriques, en général, il faut les ancrer dans le concret, et ça passe par des structures. Donc on s'est dit quelles structures on peut mettre en place pour ça. Je vais reprendre les buts un par un. Le premier qui était donc le fait de permettre aux gens d'avancer dans leur transition. Et ce qu'on s'est dit, c'est à partir de quelqu'un qui entend pour la première fois le mot Topia, entend parler de nous pour la première fois, et puis le moment où il va aller vivre avec des gens qu'il a rencontrés genre à Paris, là, qu'est-ce qui doit se passer en fait, parce que concrètement c'est un sacré challenge, tu viens, tu rencontres un gros groupe d'inconnus, puis d'imaginer qu'un jour tu vas peut-être pouvoir vivre avec, c'est quand même assez effrayant. Et du coup on s'est dit qu'est-ce qui est nécessaire pour que ça arrive, parce que clairement une AG tous les mois, moi personnellement je vais jamais aller vivre avec des gens que j'ai vus une fois par mois, je peux pas, c'est trop effrayant justement. Et du coup on s'est dit les 4 étapes, les 4 choses nécessaires. D'abord il faut qu'ils se rencontrent, c'est la première chose pour que les choses arrivent. Il faut qu'ils se trouvent sympathiques, il faut qu'ils se fassent confiance, il faut qu'ils s'engagent les uns envers les autres. Et pour ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ça. Pour les rencontres et les sympathies, ce qu'on s'est dit c'est qu'à partir de maintenant, ce qu'on voudrait, c'est créer une rencontre hebdomadaire. Une fois par semaine, on va décider un lieu de quelque part dans Paris, et en fait on va pouvoir se rencontrer une fois par semaine, aller boire des verres en mode informel, etc. Mais ça sera toujours fixe, et on saura que genre, le mercredi ou le dimanche, ou peu importe, on sait qu'à cet endroit-là, il y a les gens du réseau Topia qui sont là, qui boivent des verres, donc on pourra les rejoindre en fait à cet endroit-là.
Et c'est un endroit aussi où en fait seront accueillis les nouveaux, les gens qui auront entendu parler d'Autopia pour la première fois, on leur dira c'est là qu'il faut aller. Il va pas forcément genre dans la commission de communication pour la première fois, tu vois. Enfin, tu vas arriver en plein milieu de débats internes, machin, tout ça, ça va être compliqué à gérer. Donc l'idée c'est d'arriver dans un endroit où ça va être détendu, les gens ils vont parler avec toi, vous allez apprendre à vous connaître et tout. Et eux, qui connaissent déjà un peu plus la structure, ils vont t'en parler. Donc voilà, ça c'est le premier truc, donc les rencontres hebdomadaires. Ensuite, pour la confiance, alors là c'est un gros morceau dont on va vous parler. On a eu l'idée, qui est née de quelques personnes en fait ici, de créer des cercles de solidarité. Alors, qu'est-ce que c'est un cercle de solidarité? C'est un endroit où on s'inscrit et on retrouve dans un lieu une dizaine de personnes à peu près. Et en fait, on y arrive avec un problème qu'on a dans notre vie. Quelque chose qui nous pose vraiment problème et auquel on n'a pas réussi à trouver de solution soi-même. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être j'ai des problèmes avec mon voisin qui est un gros con. Ça peut être j'arrive pas à arrêter de fumer. Ça peut être de temps en temps genre j'arrive pas à m'endormir le soir, ça m'angoisse énormément. En fait ça peut être vraiment ou genre je sais pas comment faire pour déménager ou des choses comme ça. Ça peut être aussi bien quelque chose d'émotionnel, quelque chose d'extrêmement concret, enfin souvent c'est les deux mais bon, bref. et en fait on arrive devant le groupe avec ça et on lui expose ça et là l'idée c'est de mettre l'intelligence du groupe au service de résoudre le problème de cette personne. Résoudre le problème de cette personne, ça va pouvoir prendre des formes totalement différentes. Quelqu'un qui par exemple genre arrive pas à s'endormir le soir et angoisse le soir, ça pourra être quelqu'un d'autre du groupe qui lui dit bah écoute, moi de toute façon tous les soirs je m'endors à 4h du matin, donc si de temps en temps t'angoisses, tu peux m'appeler. Quelqu'un qui a des problèmes avec son voisin, ça peut être dans le groupe, si ça se trouve il y a un juriste, il y a quelqu'un qui a un cousin qui est juriste et qui peut peut-être lui donner des bons conseils. Et en gros, dans chaque réunion, on laisserait la parole à 2 personnes et pendant une demi-heure, tout le groupe se met au service d'aider cette personne-là. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je suis en train d'oublier des trucs. Potentiellement, il y a 2 cercles. Oui, alors en fait, il va y avoir au moins 2 cercles dès le départ, peut-être plus par la suite, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait un trop grand nombre de personnes dans les cercles. Les noms des personnes qui seront dans les cercles seront visibles, donc vous pourrez vous inscrire dans celui où vous vous sentez à l'aise, c'est-à-dire s'il y a par exemple quelqu'un que vous ne pouvez pas blairer, vous allez dans votre cercle. Si dans un cercle vous n'êtes pas bien, vous pourrez demander à changer de cercle. Et sinon aussi, ce qui s'y dit sera confidentiel, à moins de dire le contraire. Par exemple, si vous avez besoin d'un juriste, vous pouvez dire expressément je vous donne le droit aux gens du cercle de demander autour de vous pour trouver un juriste qui pourra m'aider. Mais à moins que ce soit expressément dit par la personne, ça sera confidentiel en fait ce qui s'y passe. Ah oui, un truc très important, c'est que le but c'est pas de donner des idées à la personne, c'est de l'accompagner pour régler son problème. C'est-à-dire que concrètement, si la personne n'arrive pas à déménager, ça peut potentiellement lui donner un coup de main pour faire ses cartons, quoi. Voilà. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire là-dessus. On pourra revenir dessus si vous avez des questions et tout ça. Il y aura 2 groupes de tailles différentes, de façon à ce que ça aille aux gens qui aiment les petits groupes et aux gens qui aiment les groupes un peu plus grands. Et ils seront à 2 jours différents de la semaine, de façon à arranger le plus possible les emplois du temps de chacun. Voilà. Et dans l'engagement, alors il va y avoir en fait 2 choses qu'on va vous présenter aujourd'hui. L'organigramme, je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant parce que vous allez le voir après. Et les formations mensuelles. Alors, les formations mensuelles, c'est dédié à ceux qui le souhaitent parmi les ambassadeurs. Les ambassadeurs, en fait, ce sont ceux qui vont être, entre guillemets, chargés d'accueillir les nouveaux dans les réunions hebdomadaires. N'importe qui peut devenir ambassadeur. Il faut juste dire « j'ai envie de devenir ambassadeur ». Et en gros, c'est si vous vous sentez suffisamment à l'aise ou que le projet vous plaît suffisamment pour que vous ayez envie d'en parler aux gens autour de vous. Le rôle principal des ambassadeurs, ça va pas être de parler, ça va être d'écouter. Parce que concrètement, quand vous arrivez à une rencontre avec des nouveaux, les gens ils arrivent et ce sont des thématiques qui sont assez sensibles. Genre concrètement, des gens qui arrivent pour changer de vie, c'est que leur vie souvent elle leur plaît pas forcément. Ou alors qu'ils ont... En tout cas, ça peut arriver assez fréquemment.
Et ce sont des choses qui sous-entendent des choses lourdes, des déménagements, des changements de carrière, etc. Et donc du coup, la première question à poser à nouveau, c'est ah ben, t'as entendu parler de nous, qu'est-ce qui t'intéresse dans notre projet? Et c'est surtout de l'écouter en fait. Et voilà. Et du coup, ce qu'on s'est dit, ce qui serait cool pour les ambassadeurs, c'est justement d'avoir des formations mensuelles sur les thèmes qui sont centraux, qui sont sortis jusqu'à maintenant comme des thématiques courantes dans les réunions qu'on a faites jusqu'à maintenant. Ça veut dire par exemple, il va y avoir sans doute une formation sur la communication non violente, il va y en avoir une autre sur l'inclusion des minorités, une autre sur la permaculture, une autre sur les constructions éco-équitables et tout ça, et les modèles économiques alternatifs et tout ça, ce qui fait que quand les gens viennent et auront des questions à vous poser, vous pourrez leur répondre, parce que du coup vous serez plus au courant qu'avant. Voilà. Donc ça c'est les premières structures qui répondent donc à notre première mission, qui est de faire avancer les gens dans leur transition. La deuxième mission, c'est donc créer des espaces. Et là, on va vous montrer dans la suite, mais je vais déjà vous dire, en gros là, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est 3 projets d'installation sur 1 an et demi. En septembre prochain, il va y avoir une première installation en Île-de-France, un premier lieu qui va se fonder en Île-de-France. Ensuite, il y en aura 6 mois plus tard à Paris, 6 mois plus tard un dans la région autour de Lyon, Vienne, dans la Drôme, quelque part dans cet endroit-là. L'idée dans le fait de multiplier dès maintenant les projets, c'est en fait que quand des personnes viennent, vont rallier Topia, ces personnes vont arriver et voir qu'il y a des projets qui peuvent s'adapter à différents rêves. Parce qu'il y a des gens qui veulent créer plus de solidarité, mais rester en ville, ou qui sont obligés par rapport à leur famille ou à leur profession. Il y a des gens qui rêvent vraiment de partir complètement ailleurs. Il y a des gens qui veulent faire ça dans 6 mois, il y en a d'autres qui veulent faire ça dans 2 ans. En gros, l'idée de dès maintenant proposer plusieurs projets, c'est que quand les gens viennent, ils se disent pas « Ah, mais en fait, genre il y a des gens qui veulent partir, mais j'arrive pas à identifier quel type de projet. » Et puis ils ont l'air de plutôt vouloir partir en Île-de-France, mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est de partir dans les Pyrénées par exemple. Et en fait concrètement, le plus on vise large et le plus il y aura de gens qui pourront se reconnaître et s'identifier dans les projets qu'on propose. Voilà. Ensuite, dans créer un réseau, ça va être entre autres la mission de la commission Connexion. La commission Connexion, elle aura pour but de mettre en relation déjà en fait toutes les communautés qui vont être créées par le biais de Topia, mais aussi de les mettre en connexion avec les communautés déjà existantes. Justement, par rapport au fait de créer un réseau dont je vous parlais tout à l'heure, on a très souvent des gens qui viennent ici et qui entendent parler de nous, mais qui font déjà partie d'autres réseaux super intéressants, qui voient, parfois même, ont déjà leur propre communauté, etc. Et ça se trouve, ils sont intéressés de bénéficier de nos infrastructures, des infrastructures de Topia, c'est-à-dire notamment, par exemple, qu'on peut leur envoyer des gens. Et eux, ils peuvent nous partager des choses qu'ils ont apprises dans leur cursus, etc. En gros, c'est de faire un échange entre ceux qui n'ont pas du tout transitionné, ceux qui sont en transition et ceux qui ont déjà transitionné. Parce qu'un des gros problèmes des gens qui sont partis sans infrastructure derrière eux pour fonder des communautés, c'est qu'en fait, quand tu sors de la vie urbaine actuelle telle qu'elle est, en fait, tu te retrouves très vite isolé. Ce qui fait que, en fait, ils seraient ravis de recevoir d'autres gens pour faire éventuellement du woofing, de la permaculture et former à des trucs et tout, mais ils sont complètement justement en dehors du grid, ce qui fait qu'ils n'ont plus les connexions pour faire venir des gens, alors que nous on a plein de gens qui aimeraient passer des vacances ou aller faire du woofing là-bas. Donc l'idée c'est justement qu'on se mette en contact tous ensemble par rapport à ça. Créer donc une esthétique, ça sera la mission de la commission communication. J'ai rien d'autre à dire pour l'instant. Et dans le fait de redonner de la puissance d'action ou de la capacité d'agir, en fait il va y avoir une commission qui s'appelle Alternative économique, dont le but ce sera un think tank, c'est ça, dont le but ça sera en fait de proposer des modèles économiques qui nous permettront d'acheter des lieux avec est-ce qu'on va être dans la propriété privée lucrative ou est-ce qu'on va être dans la propriété d'usage, combien il va falloir mettre au départ pour pouvoir investir. Si vous allez vivre avec des gens, est-ce qu'on va prendre des crédits ou pas?
sur place, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va y avoir genre une espèce de monnaie interne pour... parce qu'il y a des gens qui vont continuer à travailler, d'autres qui vont planter des patates. Comment est-ce qu'on va s'arranger au niveau... En fait, en gros, c'est comment on gère le fric. Donc voilà, ça sera le but de la commission alternative éco, sachant que les gens, notamment les nouveaux qui vont arriver, ça va être parmi leurs premières questions. Genre, ah c'est cool, vous voulez acheter des lieux et tout, mais genre... c'est combien ça coûte, sur place, comment je gagne ma vie, j'aurai quoi à manger, etc. Donc ces gens, il va falloir qu'on leur réponde. Du coup, ça va être vraiment important que cette commission commence à réfléchir rapidement. Pour l'instant, on a déjà plein de pistes, hein, mais de les structurer pour pouvoir présenter des choses qui soient facilement compréhensibles à tous. Voilà. Jérémy, je te laisse la place. Merci beaucoup. Du coup, je vais vous faire les 2 slides suivantes. Donc, 3 communautés. Je ne reviens pas sur les raisons qui nous ont amenés à se dire qu'on allait faire 3 communautés. RL les a expliquées. Donc, l'idée, c'est d'avoir... du coup, on va se retrouver avec 3 lieux qui sont en projet pour l'instant. Et puis, donc, on a, pour l'info, on a mis aussi la timeline de la communauté, la communauté par intermittence qu'on a déjà, qui est la cabane. Et donc en fait, l'idée c'est qu'on va avoir besoin, pour faire ces communautés, d'un certain nombre de personnes. On pourrait les faire à 6, on se dit que quand même on aura un peu plus d'impact, ce sera un peu plus sympathique si on les fait plutôt à 20, 30. Moi perso, le chiffre que j'ai souvent dit c'est 150, c'est genre le truc qui me conviendrait bien. Peut-être que ce sera pas 150, mais si c'est 20, ce sera déjà vraiment génial. Donc en fait, si on part à l'envers comme ça, si on se dit que par exemple en Ile-de-France, on va fonder la communauté en septembre 2017, donc dans à peu près un an. Si on réfléchit à rebours, ça veut dire qu'avant ça, il nous faut quelques mois pour faire l'achat, et pour rechercher des terrains, pour décider quel terrain on prend, etc. Donc ça, c'est une phase d'achat qui est là. Si on veut avoir une phase d'achat, il faut qu'ici, on ait un groupe qui soit fixe, enfin suffisamment fixe en tout cas, avec des gens qui se connaissent, qui ont des liens forts entre eux, qui sont prêts à s'engager ensemble, c'est pas mince. Donc en fait, là on a pensé à une phase de consolidation. Alors, certains m'ont dit que genre, les termes faisaient penser à des trucs genre URSS. Si vous en avez des meilleurs, go. Moi je les aime bien, je les ai proposés, mais si vous avez des meilleurs termes que ça, go, mais l'important c'est ce qu'il y a dedans. En consolidation, l'idée c'est ça. Là, à partir de ce moment-là, on a un groupe qui se réunit très régulièrement. Donc là, par exemple, au début de la phase consolidation, sans doute qu'il y aura, je sais pas, peut-être 100 ou 60 personnes. Et au fur et à mesure du temps, en fait, les gens apprenant à se connaître de mieux en mieux, passant des week-ends ensemble, partant en vacances ensemble, se voyant très régulièrement, etc. Certains, sans doute, vont sortir en se disant que non, finalement, ils préfèrent pas, ou ils n'ont pas envie, ou que sais-je. Et donc l'idée, c'est qu'ici, à la fin, on se retrouve avec un groupe qui est stable et qui est prêt à s'engager pour la suite. Donc c'est ça, rencontre hebdomadaire, des vacances. Et donc si on veut avoir 100 personnes ici qui sont prêtes à dire moi je suis partant pour m'engager dans la phase de consolidation et genre prendre le risque, le temps, l'énergie dont je vais avoir besoin pour me lancer dans cette phase-là. En fait concrètement il faut que ici on ait touché beaucoup de monde durant la phase de fédération. Ça c'est la phase de diffusion où on fait connaître le projet à plein de gens, et où en fait plein de gens peuvent se dire « Ah, je serais intéressé, est-ce que ça pourrait m'intéresser ?» Donc là, il y a quelqu'un qui vient une fois à la rencontre des nouveaux, finalement il ne revient pas, il y a quelqu'un qui vient 2 fois, et puis il parle, et puis par ailleurs, en fait on a besoin d'avoir beaucoup de monde, de brasser beaucoup de monde, si on a envie à la fin d'avoir un groupe qui soit suffisamment nombreux pour pouvoir donner naissance à une communauté. Donc là, dans la phase de fédération, l'idée c'est qu'on se diffuse auprès de journaux, de groupes alliés. C'est qu'on organise les rencontres hebdomadaires des nouveaux qui sont là pour ça. Et donc c'est de réunir le plus de personnes possible. Donc ce fonctionnement en 3 phases, du coup en fait on le reprend à l'identique s'il y a un projet qui devait émerger pour Paris par exemple. Et pareil pour le projet pour Lyon. Simplement, on le décale dans le temps. Et puis l'idée du coup, c'est de pouvoir, quand on se retrouve là, on pourra dire un truc du style voilà, Off-Grid, on a fondé une communauté tous les 4 mois.
puisque là on est en septembre, là on est en décembre, et là on est en avril 2018. Voilà. Je peux intervenir. Vas-y. En gros, l'idée de la phase de consolidation, ça va peut-être être de partir en vacances ensemble, machin, etc. Dans l'idéal, ce qu'on voudrait réussir à proposer, c'est que les gens puissent vivre ensemble pendant 3 mois. Et en fait, au bout de 3 mois, ils disent s'ils veulent acheter un truc ensemble ou pas. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on veut ça? C'est parce que concrètement, on n'achète pas la même taille de maison ou de terrain si on est 6 ou si on est 25. Du coup, pour la période d'achat, il faut savoir combien on est à la fin de la phase de consolidation. Et j'ajoute à ça, du coup, sur la timeline de la cabane, on est en train de regarder comment est-ce qu'on pourrait faire un chantier participatif pour l'été prochain, qui serait en paille et en bois, enfin une maison en paille et en bois. Je vais le spoiler un tout petit peu, comme ça vous fait un peu de teasing. Sur le terrain, il y a plein d'arbres, dont certains n'ont rien à faire là, parce que c'est des énormes sapins qui sont plein sud et donc qui font de l'ombre de ouf sur tout le terrain, ce qui fait que ça fait crever les autres arbres qui sont derrière, qui sont des fruitiers très sympathiques. Et concrètement, enfin, c'est des sapins, donc ils apportent du froid au terrain, ils acidifient le sol. Enfin, par rapport au système écologique du lieu, ça marche assez mal. Et donc ce qu'on avait comme idée, c'est de se dire on pourrait les descendre, les abattre, et avec le bois, faire un chantier de construction en bois et paille. Et puis sur le lieu, on a rencontré un élagueur qui a aussi une scierie et qui fait aussi de l'éco-construction, tout en même temps. Et il pourrait nous découper les planches et les poutres directes dans les arbres du terrain avec sa scierie. Ça envoie du rêve. Et ça pourrait être un super moment par exemple, parce que ça tombe à peu près dans la consolidation d'ici. Ça pourrait être un chouette moment pour que les copains du groupe IDF puissent travailler ensemble et faire un truc ensemble. Voilà. Et puis apprendre à faire une maison en bois et en paille, parce que personnellement moi j'ai jamais fait ça de ma vie. Du coup maintenant j'ai coulé une dalle de béton pour me faire ça. Et voilà. J'ai plus rien à dire là-dessus. Alors, du coup, en termes de rencontre... Ouais, on parle. Est-ce qu'on peut revenir au salon? Oui, vas-y. Est-ce que il y a une pour la partie pour la phase de fédération en Ile-de-France, il y a un agenda un peu plus détaillé, un timeline un peu plus détaillé? Parce que je suis en train de me dire que si vous commencez à communiquer en octobre et qu'il n'y a toujours pas de charte graphique, c'est pour l'instant, en gros, non. Sachant que de toute façon, mais là on y viendra un peu après, les projets ici, ils ont des marges d'autonomie énormes en fait. Concrètement, la façon dont le projet Ile-de-France va s'organiser, c'est les gens qui sont sur le projet qui vont le décider. Et donc, eux, ils vont donner leur tempo et leur agenda en fait. Aussi, un truc important, c'est que par rapport à ce qu'a dit Jérémy sur les chiffres, il y a des gens ici, quand on a fait des questionnaires, qui ont dit que s'ils devaient vivre dans une communauté, il ne faudrait pas qu'elle fasse plus de 10 personnes. Il y en a d'autres qui ont dit qu'il ne faudrait pas que ça fasse moins de 50. Donc concrètement, clairement, ils ne vont pas vivre au même endroit. Et du coup, moi je sais que personnellement, que dans la phase de consolidation et à la fin de la phase de consolidation, le nombre de personnes qui veulent acheter, pour moi, c'est assez pas important. Enfin, c'est pas que c'est pas important, mais que ce soit 5, ou que ce soit 25, ou que ce soit 150, je serais ravie en fait. En gros, ça sera la communauté dont les gens qu'ils ont envie de faire à ce moment-là. Et du coup, au début de la phase de consolidation, s'ils sont 40 et qu'à la fin ils sont 6, eh bien, ils cherchent un lieu à 6 si ça leur convient. Et le truc, c'est que les gens qui auront déjà vécu cette phase-là de consolidation, ça se trouve, ils n'iront pas en Ile-de-France, mais ça se trouve, ils iront dans une autre communauté par la suite. Parce que du coup, ça leur permet aussi de multiplier les expériences de consolidation avant de se décider. Ouais. J'ajoute un point là-dessus, c'est que sur la période de fédération, par exemple Ile-de-France ou un autre, il est possible que d'un groupe naissent plusieurs projets en fait. Et ce ne sera pas un drame non plus, ce ne sera pas accueilli comme c'est horrible, au contraire c'est positif. Il y a d'autres projets de cette liste-là qui ont leur propre autonomie déjà, s'ajoutent à ça. C'est toujours pareil en fait, quand on fait ce genre de truc, quand on fait ce genre d'exercice, l'idée c'est de tracer des lignes dans le sable pour savoir où on va. C'est pas des lignes qui sont tracées dans le marbre, ça veut dire que si la réalité nous indique qu'en fait c'est autre chose qui est pertinent et qu'en cours de route il faut changer, on changera. Mais il n'empêche que maintenant, tout de suite, pour se projeter dans le futur et pour organiser notre action maintenant, c'est important d'avoir ces lignes de tracé dans le sable. C'était la métaphore.
En termes de rencontres, du coup, on vous en a parlé déjà. Donc en fait, on va sur trois fréquences. Les rencontres hebdomadaires pour accueillir les nouvelles personnes. A priori, on pensait soit au mercredi, soit au dimanche, mais c'est faut voir. Les rencontres bimensuelles de Topia Solidarité. Il faut m'habituer à plus dire Grid Solidarité. Genre le contrôle F, modifier tout sur le document fonctionne beaucoup plus vite que mon cerveau. Donc, et ensuite les rencontres mensuelles. Dans les rencontres mensuelles, on a toujours donc, la formation des ambassadeurs dont Erel vous a parlé, les AG, c'est maintenant. Et puis avant chaque AG, en fait, il y a une rencontre de préparation de l'AG qui permet notamment de faire ça. Et de dire ok, de quoi est-ce qu'on parle et pendant combien de temps. Voilà. Ce qui nous amène du coup à une structure, on va vous présenter, enfin que Erel va commencer à présenter. Ok. Vas-y, enfin, je peux en continuer, mais non, mais c'est bon. c'était toi qui étais une En plus, ça passe, Bref, vas-y. Du coup, pour mettre toutes ces choses-là en place, en fait, concrètement, Topia, ça va être deux choses. Ça va être à la fois l'incubateur, vraiment, en soi. C'est-à-dire, on reçoit les gens, on les accompagne dans leur cursus jusqu'à ce qu'éventuellement ils s'installent en communauté. Et ça va être le réseau créé par les communautés qui en naissent, ou qui s'y associent. Donc, ce sont deux choses un peu différentes. D'un côté, on a justement le côté incubateur, et de l'autre, on a le côté communauté. L'ensemble de ça, ça forme Topia. Dans les communautés, du coup, je vous les répète, il y aura Île-de-France, Paris, la région de Lyon, la Cabane, qui est déjà une communauté. Celles qui seront d'autres communautés qui naîtront, je sais pas si on a un groupe de gens qui disent ah ben on veut absolument créer un truc à Rennes ou à Toulouse, bah bien sûr quoi, nous on est là pour porter leur projet quoi. Et il y aura donc là-dedans, dans communauté, il y a donc la commission connexion, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans chaque cercle, en fait ces cercles sont composés d'une équipe. Les équipes, c'est tous les gens qui sont intéressés à éventuellement faire partie du projet. Vous avez le droit de faire partie de plusieurs équipes, c'est-à-dire si vous n'avez pas encore genre là où vous avez envie d'habiter et tout ça, et puis si par exemple il y a des gens, ils s'en fichent un peu de où ils ont envie d'habiter, ils ont plus envie d'habiter avec des gens qu'ils aiment bien, ça arrive. Enfin c'est plus important pour eux le facteur interpersonnel, bah, du coup vous pouvez vous inscrire et dans Île-de-France et dans Paris, et puis décider après en fonction de vos affinités et tout ça. Et en fait dans toutes ces équipes qui vont naître des différents projets, ça serait bien que dans chacune on ait deux coordinateurs ou deux coordinatrices. Sauf, alors oui, pour la cabane on a mis seulement un coordinateur-trice parce que c'est quand même moins lourd qu'un projet où on vit toute l'année, où on s'installe et tout ça. Et dans Connexion, il y aura aussi qu'un coordinateur-trice. Qu'est-ce que c'est être coordinateur ou coordinatrice? Tu le fais, Jérémy? On fait le switch de manière super fluide, vous avez vu en plus. Du coup, alors effectivement là on pose le mot coordinateur et donc en fait pour moi c'est vraiment important de définir ce qu'on entend par ce mot-là pour pas tomber à côté. Et juste avant de rentrer dans définir ça, moi pareil, comme je vous disais tout à l'heure, une expérience qui est très modélisante pour moi, c'est l'expérience de la cabane. En fait, sur cette expérience-là, on s'est rendu compte qu'à un moment, le fait d'avoir dit, bon ben, telle personne, en l'occurrence RL, ça va être cette personne-là qui est la coordinatrice et qui va organiser le travail et distribuer les rôles, faire en sorte que les choses se passent bien, que quand il y a un truc qui ait une vision d'ensemble, etc. Pour la cabane, ça a été un gros shift en fait, parce que le jour où on a posé ça, du coup ça nous a permis d'avancer et de fonctionner mieux. Là où avant, en fait, comme c'était pas réellement posé, c'était plutôt source de tension. Et l'autre raison pour laquelle on en est arrivé, en tout cas moi j'en suis arrivé à me dire qu'on avait besoin d'avoir des coordinateurs, c'est une observation sur les 6 derniers mois de la vie, alors je vais pouvoir le dire d'Off-Grid, puisque ça s'appelait Off-Grid à ce moment-là. Les 6 derniers mois de la vie d'Off-Grid, où en fait, quand on regarde quelles commissions ont fonctionné ou pas, et quand je dis fonctionner, c'est de manière très factuelle, est-ce qu'ils se sont réunis ou pas, est-ce qu'ils ont produit des trucs ou pas, en fait, globalement, ça a toujours été les commissions où quelqu'un s'est senti responsable du truc et a convoqué la commission, genre concrètement a envoyé un mail au petit copain en disant bon,
quand est-ce qu'on se réunit pour faire un truc, et en fait, les commissions où des gens se sont positionnés comme coordinateurs de fête se sont réunis et ont produit des choses. Par exemple, la commission de communication, à un moment, pour moi, Fred était un peu coordinateur de fête. C'est-à-dire que concrètement, c'est lui qui envoyait des mails et des doodles aux gens pour dire quand est-ce qu'on se réunit, etc. Et d'autres commissions, comme par exemple gouvernance, personne ne s'est senti concerné par faire ce rôle-là. Du coup, personne ne l'a fait. Du coup, la commission de gouvernance ne s'est jamais réunie. Jusqu'à il y a 3 jours, parce qu'on finit par le faire. En se disant que quand même ça serait bien de donc voilà, et du coup en fait, avoir un coordinateur qui est identifié, où on sait que c'est lui, et cette personne-là sait que c'est elle aussi, c'est important, ça fluidifie les choses de mon point de vue. Du coup, pour rentrer dans une définition plus précise, le but d'un coordinateur c'est d'aider le groupe à atteindre ce qu'il est supposé faire. Et en fait, l'idée c'est que là en fait on va aller sur une structure où on va avoir des rôles en fait. Chaque personne dans une équipe va pouvoir avoir un rôle et va dire moi mon rôle c'est de faire ça, moi mon rôle c'est de faire ci, etc. Et chaque rôle vient avec un certain nombre de responsabilités. En fait c'est ce que le rôle doit faire pour le groupe. Et donc du coup ce que le coordinateur doit faire pour le groupe c'est s'assurer que la raison d'être et les responsabilités, on pourrait dire plutôt redevabilité, c'est un peu barbare comme terme, que les raisons d'être du cercle soient atteintes, donc que le cercle fasse ce qu'il est supposé faire, coordonner l'ensemble du groupe, avoir une vision d'ensemble sur ce qui se passe, s'assurer que tous les rôles dont le cercle, dont le groupe a besoin sont tenus par au moins une personne, et qu'il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas le rôle de trésorier qui est tenu par personne alors qu'on en avait besoin, par exemple. Aider les personnes à tenir leur rôle si des personnes ont besoin d'aide pour le faire, et organiser les rencontres du groupe. Donc ça c'est le moment où on envoie un doodle en demandant quand est-ce que vous êtes dispo. Est-ce que quelqu'un peut me cliquer sur la flèche suivante, s'il vous plaît? Merci. Ah oui, ici, j'aurais pu parler de... Alors, j'avais noté la notion de zone de souveraineté. Pour moi c'est pareil, c'est une notion qui est vraiment importante par rapport au rôle, et qui, là je l'explique pour coordinateur, mais en fait c'est valable pour tous les rôles. L'idée c'est que ça répond un peu à la question de comment est-ce qu'on décide en fait. L'idée c'est que quand quelqu'un a un rôle, quel qu'il soit, c'est cette personne-là qui décide de la façon dont ce rôle est fait et fonctionne. Donc si je prends un exemple concret, la personne qui était responsable de l'électricité par exemple sur le terrain de la cabane d'Off-Grid, c'est cette personne-là qui à la fin décide de comment est-ce que cette chose-là est prise en charge. Ça permet en fait de répartir le pouvoir entre les différents rôles et entre les différentes personnes, et ça permet de ne pas avoir à décider, par exemple à 25 pour la cabane, est-ce qu'on achète plutôt un générateur, plutôt des panneaux solaires 10 watts, est-ce qu'on fait une centrale à un arbre, tout ça. On peut en parler, on peut toujours en parler, mais s'il y a besoin de prendre des décisions qui sont précises et spécifiques, du coup c'est cette personne-là qui le fait. Et du coup cette zone de souveraineté, elle s'arrête à la charte d'Off-Grid, on ne peut pas faire des choses qui sont contraires à la charte d'Off-Grid, et elle s'arrête aussi aux zones de souveraineté des autres rôles qui sont autour. J'ai une question. Ouais. On garde ce truc avec les décisions irrémédiables et pas irrémédiables, les autres ou pas? Alors ça c'est un truc qui marche dans la cabane, pour la façon dont la cabane Quand tu prend vois ses par exemple, il y a décisions. une sacrée différence entre les panneaux solaires et un générateur, tu vois. Et il y a peut-être des gens qui auraient une opposition radicale à un générateur si l'option des panneaux solaires c'est possible. Tout à fait. Dans la cabane, on a, comme je vous disais tout à l'heure, comme la cabane le truc qui a été le plus concret, c'est aussi là où la façon de prendre des décisions a été le plus travaillée. Et donc par exemple, on a une règle qui dit qu'on ne décide pas pareil les choses qui sont irrémédiables, enfin les irréversibles, et les choses qui sont réversibles. Les choses irréversibles, on doit les discuter avec tous les membres, même ceux qui ne sont pas présents, en leur envoyant un mail. Et les choses qui sont réversibles, on peut en discuter juste avec les gens qui sont présents. Pour l'instant, dans Off-Grid en général, il n'y a pas cette règle-là. Cette règle-là, elle a été décidée par les gens du groupe Cabal, donc elle s'applique à eux, vu qu'elle a été décidée par eux. Mais on pourrait très bien demain se retrouver avec la même règle dans Off-Grid en général. Ça ne serait pas surprenant. Utopia. Ouais, merci. Il va falloir que vous me repreniez pendant 3 mois. Non, je préviens. Donc, je reviens sur mon coordinateur. Le coordinateur ou coordinatrice, la question ensuite qui se pose une fois qu'on a dit qu'on avait besoin de ce rôle-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour le désigner,
et comment est-ce qu'on fait pour le révoquer s'il ne nous plaît pas et si ça ne fonctionne pas. Donc la façon de le désigner, ce qu'on vous proposerait, ça serait de partir sur une base de volontariat. On demande, est-ce que quelqu'un veut le faire? S'il y a plus de gens qui veulent le faire que de places, que de rôles disponibles pour le faire, ben on a un bon problème, puisqu'on a plus de ressources et de richesses que ce dont on a besoin. Et du coup, on fait une élection sans candidat, qui ressemble à un processus de décision par consentement. Donc ça, c'est la façon dont on le désigne. Ensuite, il y a, si on se rend compte que le coordinateur, ça ne fonctionne pas avec cette personne-là, alors on peut imaginer un système de motion de censure. C'est un peu brutal, mais n'empêche que des fois on en a besoin. Et donc l'idée de la motion de censure, ça serait de dire, par exemple, dans Off-Grid, s'il y a 10 personnes où vraiment le coordinateur, ça ne fonctionne pas du tout, elles écrivent, moi j'aimerais bien que le coordinateur parte. Et puis hop, 10 personnes qui signent. Ensuite, quand même, vu qu'on n'est pas trop brutaux, on propose une médiation entre ces 10 personnes et puis les coordinateurs pour voir s'il y a moyen de régler le truc ou pas. Puis au terme de la médiation, si les 10 personnes veulent maintenir leur idée que le coordinateur parte, ils partent. Donc les coordinateurs, ils ne restent en place tant qu'ils n'ont pas une opposition de 10 personnes. Ouais. Mon ordinateur m'a lâché. Ah ouais, mon ordinateur est en fin de vie. Ok, mais alors tu peux passer la slide suivante parce que je crois que c'est... Attends, c'est quoi? Ah ouais. Je reprends. réveille. Et puis moi je vais mettre là. Alors du coup, comme tout à l'heure, je vous avais montré qu'est-ce qu'il allait avoir à l'intérieur de Topia Communauté. Là, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de Topia Incubateur. Donc, d'un côté, on a les rencontres, dont on vous a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus 15 000 fois, mais rencontres nouveaux, formations mensuelles et les groupes Topia Solidarité. Voilà. Ensuite, ici, on a les commissions, dont certaines, la plupart existent déjà d'ailleurs. Donc il y a une commission outils qui doit se charger de trouver les outils dont on a besoin, donc ce qui sont beaucoup des choses numériques en fait. On a la commission modèle économique, dont je vous ai parlé, modèle économique alternatif. On a une commission spéciale qui va s'occuper que du site internet. On a la commission communication et la commission minorité. Est-ce que tu peux me la définir éventuellement en une phrase, Jenna? L'idée, c'est d'avoir des personnes concernées par la situation de minorité dans la société dans son ensemble et dans le groupe Topia, de réfléchir sur comment on prend soin d'elles et comment on les protège dans l'idée d'un fonctionnement en dehors de la société qui a déjà des moyens de protéger ces minorités-là. Voilà. Ensuite, on a deux petites commissions qui sont la commission médiation et la commission exclusion. Médiation, en fait concrètement, on a un médiateur extérieur au groupe, qui est un professionnel qui n'est pas dans le groupe et qui, quand il y aura des situations de médiation, ce sera lui qui s'en occupera. Et exclusion, du coup, il faut que j'explique les règles de l'exclusion. Non, parce que c'est des règles de gouvernance qui n'ont pas été encore... Ouais, voilà, donc on viendra dessus. En revanche, je parle de ça, qui est donc la commission règles de fonctionnement interne, autrefois appelée gouvernance. Et en fait, elle est un peu à cheval. Bon, là, on l'a mis là sur le schéma, mais concrètement, vous comprendrez mieux sur le schéma global. Mais en gros, pour faire partie de la commission règles de fonctionnement interne, il faut être dans un des cercles de l'incubateur. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui décident de comment ils fonctionnent en interne, il faut qu'ils fassent partie du truc pour lequel ils décident les règles, en fait. Voilà. Et du coup, en fait, c'est à moitié là, parce qu'elle regroupe... Bon, vous allez voir plus tard. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, il y a des... C'est comme s'il y a des chaînons qui me manquent, parce que je ne les ai pas vus là. Mais... Par exemple, les gens qui sont des coordinateurs, est-ce qu'ils font partie de règles de fonctionnement interne ou pas? En fait, pas obligatoirement, mais leur présence est souhaitée. Ils ont le droit, à partir du moment où ils sont ailleurs, mais ils ne sont pas obligatoirement. Oui, non, mais c'est clair. Donc, parce que là, il n'y a que les cercles des autres trucs, il n'y a pas les cercles
Ça vient après. quoi. Ça vient après. C'était Alors, avant. c'est pour comprendre C'est un le lien avant, entre il tout y a ça. un côté incubateur de côté communauté, mais tu vas voir derrière. Ah, c'est après. Ouais, c'est après, ça va être plus clair. Ok. Tu veux que je fasse la suivante? Et voilà, et là, magique. En fait, là, pour chacune de ces commissions, il va y avoir un coordinateur ou une coordinatrice aussi. Sauf pour les rencontres Topia Solidarité, où en fait, là, on ne souhaite pas qu'il y ait de coordinateur, parce que concrètement, comme c'est un endroit où les gens doivent créer une solidarité et s'aider vraiment de manière horizontale, mais on ne voudrait pas qu'en fait, celui qui est coordinateur se retrouve à avoir une responsabilité qu'en fait, quand si quelqu'un vient exposer ses problèmes, que les autres de manière inconsciente disent « Ah mais ouais, mais c'est un peu au coordinateur de le régler quand même ce problème-là ». Et donc du coup, en fait, ils vont juste avoir des logisticiens, dont le rôle, ça va être de trouver un endroit et de fixer les heures, et éventuellement de faire les rappels des gens, de savoir pourquoi ils sont pas venus, des choses comme ça. Ce sera purement logistique en fait, son rôle. Et là, la responsabilité, elle est vraiment partagée par tous à égalité dans les Topia Solidarité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 2 Topia Solidarité? En fait, parce qu'on a prévu d'en faire 2 actuellement, mais il peut y en avoir autant qu'on veut en fait. C'est juste que là c'était plus simple. En fait, en gros, on en a mis 2 pour montrer qu'il y aurait différents horaires et différentes tailles de groupes possibles, mais concrètement, on peut en avoir 15. Enfin, Et voilà, et du coup, là on arrive sur l'ensemble donc, de Topia, avec le côté communauté, dont j'ai commencé par vous parler de ça, avec les 7 coordinateurs et trices des équipes de qui voudraient éventuellement vivre dans les communautés et tout ça. Ici, on a donc, le côté incubateur avec donc, 8 coordinateurs et coordinatrices. Et en fait, ça forme des cercles en eux-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, de temps en temps, tous les coordinateurs de l'incubateur, ils vont se réunir pour parler ensemble. Genre en gros, celui de la commission outils et celui de la commission communication, ils vont se parler pour savoir s'ils vont du même côté, si c'est intelligent la manière dont ils travaillent. Donc eux, ils peuvent se réunir, et ceux de la communauté peuvent se réunir quand ils le souhaitent pour prendre un peu des nouvelles, la température, tout ça. Et au milieu de tout ça, histoire que ça tienne un peu debout, parce que concrètement, ce sont 2 pans relativement, qui ont une continuité, mais qui vont fonctionner très différemment. Parce que là, on est dans genre plus la théorie, les moyens numériques et tout. Puis là, concrètement, ça va être des gens qui bêchent et qui plantent des patates. Donc, Et en fait, en gros, pour continuer à ce qu'il y ait une continuité entre toutes ces choses-là, de temps en temps, on va essayer de les faire se réunir tous ensemble. Et là, du coup, ça va être un grand groupe dans lequel il y aura 3 coordinateurs ou coordinatrices. Hop, le retour des rôles. Alors du coup, on vous a parlé du rôle de coordinateur, on a commencé en vous parlant du rôle de coordinateur, en fait il y en a plein d'autres dont on va avoir besoin, et là, les rôles qu'on va présenter, c'est simplement les rôles auxquels on a pensé, mais en fait il y en a aussi sans doute plein auxquels on n'a pas pensé. Du coup, à la fin, on demandera si vous avez des idées d'autres rôles que ceux qu'on va présenter là. Donc on va commencer par cela. Donc le ou la scribe, l'idée c'est de garder une trace de ce qui se passe dans un groupe, donc on va en avoir pour toutes les équipes, et l'idée aussi c'est de pouvoir après faire remonter cette information à un seul endroit. Donc un jour on va avoir un wiki, bientôt peut-être, et on pourra mettre tous les comptes rendus de nos rencontres, les décisions qu'on a prises, etc. sur ce wiki, et comme ça l'information sera claire et accessible, et on n'aura plus besoin de scroller la page Facebook pour trouver un lien. Donc voilà, tu peux passer à la suite. Ouais, l'autre suite. Voilà. Donc ensuite, pareil, pour chaque équipe, on va avoir besoin de quelqu'un qui facilite la discussion. Donc le rôle de facilitateur, il a été pris, là, moi je suis un peu à cheval entre, genre, là je vous fais du contenu par exemple. Un peu plus tôt, j'étais plus sur une posture de facilitation, c'est pas exactement pareil. Le facilitateur, son but c'est d'animer les réunions et notamment de distribuer la parole. C'est la première chose qu'il fait. L'idée aussi c'est qu'il fasse respecter le processus de décision, qu'il s'assure que quand une décision est prise, en fait, elle respecte la façon dont on s'est mis d'accord pour prendre des décisions. S'assurer que le timing qui est prévu est respecté et que genre on n'éclate pas le timing en partant sur des débats sans fin. Que tout le monde peut s'exprimer et que genre personne n'écrase quelqu'un d'autre dans la discussion. De maintenir une ambiance douce et légère, mais ça fait partie du rôle du facilitateur que de faire en sorte que l'ambiance soit pas trop plombée.
de constater les prises de décision quand il y en a. Il y a personne qui dit bon bah là on a pris une décision puis c'est ça. Et du coup, par son rôle de facilitateur, ce qui est vraiment bien et utile, c'est qu'il se tienne un peu en retrait des débats. Parce que c'est très dur de faciliter un débat quand on est soi-même dans le débat. Erwan par exemple tout à l'heure, quand il a facilité le débat mouvant, bah, il s'est mis en retrait. Ouais, tu peux passer à la suite. Alors, du coup après si on rentre dans chacun des cercles, on va avoir besoin de rôles qui dépendent du cercle qu'on regarde. Donc, par exemple sur la cabane, les rôles qu'on a besoin, c'est un coordinateur, on en a parlé, c'est un chargé du site web, c'est quelqu'un qui nous fasse le site web de la cabane, parce qu'actuellement on en manque cruellement, enfin ça n'a toujours pas été fait, et ça serait très utile pour communiquer sur tout ce qu'on a fait là-dessus. Quelqu'un qui gère les sous, quelqu'un qui soit représentant légal, donc ça c'est qui fasse les signatures et qui aille signer la vente. Au revoir. Quelqu'un qui gère l'électricité, quelqu'un qui anime le lieu. L'animation du lieu, l'idée c'est de pouvoir que le lieu reste vivant en fait, et donc de pouvoir organiser des événements, prévoir des choses, etc. Et finalement, un chargé du journal de bord, donc le rôle de scribe dont j'ai parlé tout à l'heure. Au niveau de la communication, donc pareil, on a besoin d'un scribe, d'un facilitateur et d'un coordinateur, ça revient toujours. Ce dont on a besoin plus particulièrement sur la communication, c'est quelqu'un qui rédige les contenus. Notamment, on a mis rédaction SEO pour dire que dans la rédaction des contenus, c'est bien si ça va permettre de nous référencer mieux sur Internet. Quelqu'un qui fasse de la diffusion, un backlinker, c'est quelqu'un qui met des liens vers le site topia.quelque chose pour augmenter son référencement. Il nous faut une équipe film, puisque dans une AG, il y a fort longtemps, je crois que c'était la deuxième de mémoire, on avait décidé qu'on allait faire un film, on avait même voté un texte, et on ne l'a pas fait encore, donc là on va pouvoir, ça va être le moment où on va pouvoir le faire. Et donc il faut une équipe pour le faire concrètement. Un logisticien, donc ça c'est lié à l'équipe film, quelqu'un qui gère le print, donc l'impression de documents, etc. Et les autres j'en ai parlé. Site web, donc pareil, on va faire un truc spécifique pour le site web parce que si on le fait dans la commission communication, ça va parler de sujets qui s'entremêlent. Donc dans le site web, on a besoin d'un quelqu'un qui soit webmaster du site, quelqu'un qui soit développeur, qui puisse mettre les doigts dans le développement du site. Un content manager, c'est la personne qui va mettre à jour le contenu sur le site web. En fait, il y a un gros boulot de mise à jour du contenu, de genre on a une rencontre à tel moment, où tel article a été publié, etc. Et en fait, ça c'est quelqu'un pour le faire. Un designer qui nous fasse un site qui soit joli, qui soit beau, qu'on comprenne l'information tout de suite quand on va dessus. Et des gens qui rédigent des contenus. Des articles sur des sujets qui nous concernent, ou des articles qui sont autour de ce qu'on fait. Et sinon, dans l'ensemble de Topia, il y a des rôles dont on va avoir besoin également. Donc, il y a la notion de rôle volant, inspiration directe de Emmanuel et d'autres groupes dans lesquels elle est. L'idée des rôles volants, c'est que c'est des gens qui sont des fois là, et quand ils sont là, c'est cool, et ils sont super contents de participer et d'aider à ce qui se passe. Et des fois, ils sont pas là, et ils sont ailleurs et ils font d'autres trucs. Donc ça, c'est le rôle volant. En gros, l'idée, c'est notamment pas mal fonctionner sous forme de task force. C'est-à-dire, par exemple, dans la cabane, il a fallu qu'on fasse... tu peux... Ah bah non. On voit plus. Il a fallu chercher, faire des comparatifs d'offres immobilières. Et là, on a fait une task force où on s'est réunis pendant un week-end à genre 8 pour computer toutes les offres qu'on trouvait, etc., qui correspondaient à nos critères et puis à faire une espèce de classement préliminaire et tout. Et en gros, pendant un week-end, on a besoin d'énormément de force de travail. Si vous êtes volant, en gros, vous serez genre une sorte de réserviste où quand quelqu'un dans une commission, il a besoin d'avoir genre 3 personnes qui bossent sur un truc pendant une journée ou une soirée, bah, il demande qui est dispo dans ce groupe-là, et puis il y a 3 personnes qui vont moi, et puis du coup, il a des gens qui peuvent se réunir. Voilà. Il y a le rôle d'ambassadeur et d'ambassadrice dont on vous a parlé tout à l'heure. Facilitateur, script, coordinateur, les logisticiens et les membres d'équipe qui sont des gens qui contribuent à faire en sorte que l'équipe fonctionne. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me semble important pour les ambassadeurs. Il faut bien imaginer que vous n'allez pas être obligé d'être là à toutes les réunions hebdomadaires. Si vous êtes ambassadeur, ce ne sera pas à chaque fois. Vous pouvez être ambassadeur, mais vous venez quand vous pouvez venir. Que vous n'imaginez pas que c'est un rôle si fort que ça. On a besoin de beaucoup d'ambassadeurs en fait.
Ouais, en fait, le but est d'en avoir plus possible et qu'à chaque réunion hebdomadaire, il y en ait au moins un ou deux qui soient là. Et du moment que vous vous sentez Parce que capable de concrètement, répondre, Ouais, s'il n'y a que des ça va. nouveaux qui arrivent et qu'il n'y a aucun ancien, c'est un peu con quand même. Du moment que vous vous sentez suffisamment capable de parler d'Utopia et que ça résonne en vous, bah, vous mettez là-dedans et c'est cool. Et capable, ça veut dire juste pouvoir donner, vous, votre avis de là où vous en êtes. C'est-à-dire que si vous maîtrisez pas tout l'ensemble du truc et tout, mais que vous êtes venu... En fait, concrètement, quelqu'un qui est venu qu'une seule fois, il peut dire je veux devenir ambassadeur. On a eu des gens qui sont venus une fois et après qui étaient tellement enthousiastes qu'ils étaient en mode ouais, j'ai découvert un projet trop cool, bon, j'ai pas encore tout compris mais ça a l'air trop bien. et en fait concrètement, les ambassadeurs ils vont être formés sur la durée et tout, mais ils peuvent tout simplement dire aux nouveaux qui arrivent bah voilà, moi j'ai décidé de devenir ambassadeur parce que ça me plaît et c'est là où j'en suis moi dans ma réflexion actuelle. Ok, next. Alors ça c'est pour toi, c'est Yes. C'est le moment qu'il faut Roulement de filmer, tambour. là. Ouais, alors là c'est le moment... Voilà, accrochez vos cerveaux les amis. Tadam. Tadam. Comment ça je vais tout simplement vous lire basiquement ce qu'il y a écrit. On a tout vu bout par bout, donc il n'y a rien de nouveau, mais je vais juste vous le lire pour accompagner le regard. Donc là, on a de nouveau ce cercle central qui est composé par les deux cercles de coordinateurs. Les coordinateurs de l'incubateur et là, les coordinations de la communauté. Dans les communautés, on a toujours les mêmes 6 que je vous ai exposés tout à l'heure. Île-de-France, Paris, Lyon, les surprises, la cabane et la commission de connexion. Du côté incubateur, on a en haut les commissions déjà existantes, minorité, modèle économique alternatif, site, communication, outils. Ici c'est pour les volants, ils sont dans l'incubateur, mais voilà, ils sont un petit peu à côté. Et ça c'est les rencontres avec les nouveaux, dans lesquelles on a besoin d'un coordinateur et des ambassadeurs. Les formations, les Topia Solidarité, les petits cercles qui sont un peu à côté, donc qui sont exclusion et médiation. Et on a donc le cercle de règles de fonctionnement interne qui est composé des gens qui sont de ce côté-là et des gens qui sont dans la coordination. Voilà. Enfin, en gros, il faut être soit coordinateur, soit être membre d'équipe là-dedans pour pouvoir faire partie de ce cercle. D'ailleurs, en fait, tous les trucs qui sont indiqués en jaune, c'est là où il y a des conditions pour devenir se prendre ce rôle-là, en fait. Par exemple, médiateur, c'est pas open du tout. Il y a quelqu'un qui est notre médiateur, qui est le médiateur d'Utopia. Les membres de la commission exclusion, ils vont sans doute être tirés au sort parmi des volontaires, donc c'est pas open non plus. Là-dedans, donc il y a une commission, et la commission minorité, elle a ses propres règles de fonctionnement. En fait, je crois qu'il faut envoyer une demande pour pouvoir y rentrer. Donc c'est pas porte ouverte open non plus. Pour l'instant, c'est un groupe internet et c'est non mixte. Et il y a une demande, c'est étudié. Au bout d'une semaine, vous rentrez si vous. Voilà, et donc là, l'idée, je peux anticiper un peu sur la suite. En fait, du coup, l'idée, c'est qu'on va laisser ça au mur, et il y a un moment où, d'abord, on va prendre une pause. Et ensuite, vous allez avoir le temps on va réfléchir en petits groupes, vous allez avoir le temps de digérer un petit peu tout ça, et puis nous faire des retours sur ce que vous en pensez. Et est-ce que vous pensez qu'il manque des choses et tout ça. Et si jamais si jamais vous êtes d'accord avec la structure qu'on vous propose. Non, c'est juste que c'est l'inverse. On va d'abord faire un petit groupe. Ah, j'ai dit l'inverse. Et après, on fera une pause. Ah ouais, je vous fais d'abord un petit groupe, d'accord. Ouais, parce que. Ok. Ok, autant pour moi. Et en fait, donc à terme, l'idée c'est que avant de quitter la réunion ce soir, tous ceux qui auront envie pour écrire leur nom sur un petit papier et venir le mettre à l'endroit qui les intéresse pour prendre un rôle. Et en fait, après, chaque personne qui mettra un papier là, d'abord on demandera si ça pose problème à personne dans le groupe qui prenne ce rôle-là. Et en fait, si ça pose problème à personne, en fait on a une cérémonie d'intronisation. C'est vrai en plus, hein. En exclusivité ce soir, on a le chapeau magique. Et vous allez avoir un goodies et tout. C'est corporel. Voilà. Le chapeau magique, il est pas corporel.
de nos réflexions. En gros, ce que vous avez vu là, c'est donc issu à la base de discussions entre elle et moi, puis après de discussions avec Sigo, avec Thibaut, avec Erwan, on a parlé avec Emmanuel, durant